Le poing de Robert Harrison m'a frappé au visage avec la force d'un marteau, faisant violemment tourner ma tête sur le côté. Le bruit sec a résonné dans le salon du manoir, coupant brusquement les conversations joyeuses et le doux son de la musique de Noël. Pendant une seconde, le monde est devenu totalement silencieux. 50 personnes me regardaient avec horreur, leur coupe de champagne figée en l'air. Les lumières du sapin de Noël de 3 mètres clignotaient joyeusement, contrastant grotesquement avec le sang qui commençait à couler de mon nez. « Espèce d'imbécile maladroit !» rugit Robert, sa voix résonnant dans la pièce décorée de guirlandes dorées et de cristaux coûteux. « Regarde ce que tu as fait à ma chemise. Cette chemise coûte plus cher que ce que tu gagnes en un mois. » L'eau que j'avais accidentellement renversée sur lui coulait, encore sur le sol en marbre italien. Un simple verre d'eau. Un trébuchement insignifiant alors que je passais derrière son fauteuil. Je m'appelle Joseph, j'ai 32 ans et je viens d'être mis KO par le père de ma femme devant toute l'élite de Boston lors de la traditionnelle fête de Noël des Harrison. Je touchais mon nez, sentant le gonflement commencer. Le goût métallique du sang a envahi ma bouche tandis que je cherchais Michel parmi les visages choqués autour de moi. Ma femme se tenait près de la cheminée, magnifique dans sa robe rouge à 1000 $, mais son visage ne montrait aucune horreur face à cette agression. Elle montrait de la honte. De la honte pour moi. « Joseph », dit-elle d'une voix aussi glaciale que le vent de décembre dehors. « Tu dois t'excuser auprès de mon père. Maintenant. » Ces mots me frappèrent plus fort que le coup de poing. Autour de moi, des murmures se répandirent comme une traînée de poudre. Avocats, médecins, hommes d'affaires, tous observaient le maçon qui avait osé épouser la princesse des Harrison. « Michel. » ai-je commencé, la voix rauque. « Excuse Théoï, » a-t-elle répété, prononçant chaque syllabe comme si elle s'adressait à un enfant. « Ou quitte ma maison. » Robert croisa les bras, sa chemise blanche tachée d'eau témoignant de mon crime. Le sourire cruel sur son visage me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Il ne s'agissait pas d'eau. Il s'agissait de pouvoir. Il s'agissait de me remettre à ma place. J'ai regardé autour de moi une fois de plus. Personne n'a rien dit. Aucun des invités n'a pris la peine de demander pourquoi un homme de 60 ans avait agressé quelqu'un pour avoir renversé de l'eau. Ils attendaient simplement de voir si j'allais m'humilier ou si j'aurais la dignité de partir. Pendant 3 ans, j'avais ravalé chaque insulte, chaque blague sur ma profession, chaque regard méprisant. J'avais toujours pensé que Michel me défendrait quand cela compterait vraiment. J'avais toujours pensé que notre amour était plus fort que son argent. J'avais tort. J'ai essuyé le sang de mon nez avec le dos de ma main, en gardant les yeux fixés sur ceux de Robert. Le silence a duré une éternité. Puis, pour la première fois de ma vie, j'ai fait quelque chose qu'il n'avait jamais prévu. J'ai souri. « Vous avez raison », ai-je dit calmement, d'une voix étonnamment ferme. « Je n'ai pas ma place ici. » Et je suis parti. Sans me retourner, sans claquer la porte, sans drame. Je me suis simplement dirigé vers la sortie, écoutant les murmures de surprise derrière moi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant les 6 derniers mois, je m'étais préparé à ce moment précis. De petits signes, des conversations interrompues, des regards étranges. Tout indiquait que les Harrison préparaient quelque chose pour me sortir de la vie de Michel. Si vous aimez cette histoire pleine de rebondissements et que vous ne voulez pas manquer la suite, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Car pendant que je roulais dans les rues enneigées de Boston, ils n'avaient aucune idée du cadeau de Noël que j'avais préparé spécialement pour chacun d'entre eux. Pendant les 20 minutes de trajet jusqu'à ma petite maison de Somerville, mon esprit n'a pas cessé de tourner. Le goût du sang était encore dans ma bouche, mais ce n'était pas cela qui me dérangeait. C'était le souvenir de la façon dont tout avait commencé. Robert Harrison était le genre d'homme qui avait tout hérité et rien conquis. À 62 ans, il dirigeait un empire immobilier bâti par son père et son grand-père, mais il agissait comme si chaque brique avait été posée de ses propres mains. Son arrogance n'avait pas de limite, surtout lorsqu'il s'agissait de gens ordinaires comme moi. Il y a 3 ans, lorsque Michel et moi avons commencé à sortir ensemble, il me tolérait parce qu'il pensait que ce n'était qu'une phase. Une rébellion temporaire de sa fille gâtée contre les normes familiales. Quand il m'a demandé ma main, Robert m'a ri au nez. « Tu penses vraiment pouvoir lui offrir le train de vie auquel elle est habituée en construisant des salles de bain pour la classe moyenne ?» m'a-t-il dit en se servant un whisky qui coûtait plus cher que mon salaire hebdomadaire. Michel était restée à mes côtés à l'époque. Elle m'avait dit qu'elle m'aimait indépendamment de l'argent, qu'elle voulait construire quelque chose de vrai avec moi. Mais Robert était tenace. Il savait exactement comment semer le doute dans mon esprit. De petites provocations pendant les dîners de famille. Des commentaires sur le fait que je ne comprenais pas certaines choses, lorsqu'il était question d'investissement ou de voyage à l'étranger. Des cadeaux coûteux pour Michel qu'il savait que je ne pourrais jamais lui offrir. Un sac à main à 15 000 $ par-ci, un bijou à 20 000 $ par-là. Peu à peu,
j'ai remarqué que Michel changeait. Elle a commencé à me demander pourquoi je ne voulais pas développer mon entreprise plus rapidement. Pourquoi je n'acceptais pas le prêt que Robert m'offrait. Pourquoi j'insistais pour tout faire à la dure, alors que son père pouvait nous offrir une vie meilleure instantanément. Tu es trop fier, Joseph, me disait-elle de plus en plus souvent. Parfois, accepter de l'aide n'est pas un échec. C'est être intelligent. Mais je connaissais Robert Harrison. Je connaissais les hommes comme lui. Son aide s'accompagnerait de cordes invisibles qui se transformeraient en chaînes dès que je relâcherais ma garde. Le tournant s'est produit il y a 6 mois, lors de l'anniversaire de Michel. Robert avait réservé tout un restaurant dans le quartier de Back Bay et invité 50 personnes, toutes issues de son cercle social. Des médecins, des avocats, des politiciens locaux. Je portais mon seul costume, acheté en solde, tandis que tous les autres hommes portaient des vêtements qui coûtaient plus cher que ma voiture. Pendant son discours, Robert a tenu à mentionner à quel point il était fier de Michel d'avoir suivi son cœur, mais qu'il espérait qu'elle finirait par trouver quelqu'un à la hauteur de son potentiel. Les gens ont ri. Ils ont trouvé cela charmant. Michel a souri et n'a rien dit. C'est ce soir-là que j'ai commencé à me préparer. Pas pour me venger, pas encore. Mais pour l'inévitable. Les hommes comme Robert Harrison ne s'arrêtent pas avant d'avoir obtenu ce qu'ils veulent. Et ce qu'ils voulaient, c'était me sortir de la vie de sa fille. J'ai commencé discrètement. J'ai ouvert un compte bancaire séparé. J'ai photographié des documents importants. J'ai enregistré des conversations. J'ai fait des recherches sur les entreprises de la famille Harrison, leurs partenariats, leurs contrats avec la ville de Boston. En tant qu'entrepreneur, j'avais travaillé sur des dizaines de bâtiments dans la ville. Je connaissais des inspecteurs, des ingénieurs, des fonctionnaires. Des gens que Robert considérait comme invisibles, mais qui savaient exactement où étaient enterrés les cadavres. Il y a 3 semaines, j'ai découvert quelque chose d'intéressant dans les archives de la mairie. Une tendance dans les approbations des projets des Harrison qui ne semblait pas très légale. Des appels d'offres remportés avec des offres suspectes. Des codes de construction assouplis pour certains projets. 2 jours plus tard, Michel est rentrée à la maison et m'a annoncé qu'elle voulait parler de notre avenir. Elle a dit qu'elle était fatiguée de se battre contre la famille, que nous devrions peut-être réévaluer notre compatibilité à long terme. Ces mots étaient nouveaux, mais sa voix était celle de Robert Harrison. Maintenant, assis dans ma cuisine spartiate, en train d'essuyer le sang séché sur mon nez, j'ai enfin compris que la guerre avait été officiellement déclarée depuis longtemps. Je n'avais simplement pas réalisé que je me battais déjà. J'ai pris mon ordinateur portable et j'ai ouvert un dossier que j'avais créé sous le nom innocent de « Projet Maison ». À l'intérieur, il y avait des sous-dossiers classés par date, tous remplis de documents, de photos et de fichiers audio. Le premier s'appelait « Irrégularité à Beacon Hill ». Le deuxième « Contrats municipaux douteux ». Le troisième « Relations douteuses, inspecteur ». Il y avait un 4e dossier que je n'avais pas encore ouvert. Il s'appelait « Plan B Urgence ». Aujourd'hui, il était enfin temps de l'ouvrir. Mais alors que je cliquais sur le fichier, mon téléphone sonna. C'était Michel. « Joseph, tu dois revenir ici immédiatement. Mon père veut te parler. » Sa voix était étrange. Presque effrayée. « Il a découvert certaines choses à ton sujet, Joseph. Des choses qui pourraient être très graves. » Je raccrochai en souriant. Robert Harrison pensait avoir découvert quelque chose à mon sujet? Intéressant. Parce que dans quelques heures, le monde entier allait découvrir certaines choses à son sujet. 20 minutes plus tard, j'étais de retour au manoir des Harrison. Mais cette fois-ci, je n'étais plus un invité humilié. Je suis entré par la porte principale, comme un homme qui avait enfin décidé d'arrêter de fuir. Robert m'attendait dans la bibliothèque, un whisky à la main et un dossier en carton sur la table en merisier. Michel se tenait à côté de lui, les yeux rougis comme si elle avait pleuré. Quand elle m'aperçut, elle détourna le regard. « Asseyez-vous, Joseph, » dit Robert, la voix chargée d'une satisfaction venimeuse. « Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Je restai debout, les bras croisés, attendant. « Tu pensais vraiment que je ne découvrirais pas ?» Il ouvrit le dossier et étala des photos sur la table. C'étaient des photos de moi entrant et sortant de bâtiments municipaux, parlant à des inspecteurs, photographiant des documents. 3 mois à enquêter sur ma famille. Très impressionnant pour un simple maçon. Michel m'a enfin regardé. « Joseph, pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi espionniez-vous ma famille ?» La déception dans sa voix m'a presque fait rire. Après tout ce qu'il m'avait fait, elle était déçue que je me sois défendu? Parce que vous préparez quelque chose contre moi depuis des mois, ai-je répondu calmement. Et je ne suis pas idiot. Robert a frappé du poing sur la table,
faisant trembler les verres en cristal. Tu n'es qu'un parasite. Un opportuniste qui a profité de ma fille pour essayer de gravir les échelons. Papa, s'il te plaît, a commencé Michel, mais il a interrompu d'un geste brusque. Tais-toi, Michel. Tu as déjà fait assez de bêtises en épousant ce ver de terre. Il s'est tourné vers moi, les yeux brillants de haine. Mais c'est fini, Joseph. C'est fini. C'est alors que Robert a révélé son véritable plan. Au cours des 2 derniers mois, il avait engagé un détective privé pour fouiller toute ma vie. Il avait découvert que j'avais effectué des travaux de rénovation non déclarés il y a des années, lorsque je débutais et que j'avais besoin d'argent. De petites infractions fiscales qui pouvaient entraîner de lourdes amendes, voire une peine de prison. J'ai déjà parlé à mes avocats, dit-il en faisant glisser d'autres papiers sur la table. Une dénonciation anonyme sera faite au fisc demain matin, avec des preuves de toutes tes activités illégales des 5 dernières années. Michel se couvrit le visage de ses mains. Papa, tu vas trop loin. Trop loin, rugit Robert. Cet homme a essayé de détruire notre famille. Il mérite chaque seconde qu'il passera en prison. Mais il y avait plus. Robert avait des liens avec le syndicat des entrepreneurs. Sur un simple mot de sa part, je serais banni de tous les chantiers importants de Boston. Ma licence serait révoquée. Mon entreprise serait détruite. Et une fois que tu seras en prison, continua-t-il en savourant chaque mot, Michel pourra enfin épouser quelqu'un qui la mérite. Thomas Whitman a déjà manifesté son intérêt, et sa famille possède la 2e plus grande entreprise de construction de l'État. C'est à ce moment-là que tout est devenu clair. Il ne s'agissait pas seulement de me retirer de la vie de Michel. Il s'agissait de me remplacer par quelqu'un qui apporterait des avantages financiers au Harrison. Je regardais Michel, cherchant un signe qu'elle se battrait pour notre mariage, pour notre vie ensemble. Au lieu de cela, je ne vis que de la résignation. Joseph, dit-elle doucement, peut-être que c'est mieux ainsi. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, n'est-ce pas? Nous venons de mondes différents. Ces mots m'ont frappé comme un 2e coup de poing dans l'estomac. Après 3 ans ensemble, après tous les projets que nous avions faits, elle abandonnait sans même essayer de se battre. Robert a souri triomphalement. Tu vois, même elle sait que tu n'es pas fait pour cette famille. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. La colère que j'avais contrôlée pendant si longtemps avait enfin trouvé son exutoire. Il ne s'agissait plus de sauver mon mariage ou de prouver ma valeur au Harrison. Il s'agissait de justice. Vous avez rompu? Demandai-je calmement. Robert fronça les sourcils, s'attendant clairement à des cris ou à des supplications. Quoi? J'ai demandé si vous aviez fini votre petit numéro. Je me suis approché de la table et j'ai pris l'une des photos. C'était moi sortant de la mairie mardi dernier. Parce que c'est maintenant à mon tour de parler. Je me suis assis dans le fauteuil en cuir en face d'eux, j'ai croisé les jambes et j'ai souri pour la 2e fois de la journée. Robert, tu as raison sur un point. Je ne suis pas seulement un maçon. Au cours des 6 derniers mois, je suis devenu quelque chose de bien plus dangereux pour toi. Je pris mon téléphone et lui montrai l'écran. C'était un email intitulé « Dossier complet, Harrison Développement Compagnie ». Je suis devenu journaliste d'investigation. Son visage pâlit. Tu vois, pendant que tu dépensais de l'argent pour engager des détectives privés afin de découvrir mes petites infractions fiscales, je documentais tes crimes fiscaux majeurs. J'ai ouvert un autre fichier sur mon téléphone. Contrats frauduleux, appels d'offres truqués, codes de construction ignorés grâce à des pots de vin. Tout est documenté, enregistré et vérifié par 3 sources indépendantes. Michel s'est brusquement levé de sa chaise. Joseph, qu'est-ce que tu racontes? Je dis que ton père n'est pas seulement un homme d'affaires prospère, Michel. C'est un criminel. Je lui ai montré un autre fichier. Et demain matin, quand il fera sa dénonciation anonyme contre moi, je remettrai ce dossier au Boston Globe, au Herald et au FBI simultanément. Robert a essayé de prendre le téléphone de ma main, mais je me suis écarté. Oh non, Robert. Ce n'est qu'un des 12 appareils sur lesquels ces informations sont stockées, y compris des serveurs cloud auxquels tu n'auras jamais accès. Le silence dans la bibliothèque était assourdissant. Seul le tic-tac de l'horloge ancienne accrochée au mur se faisait entendre. « Tu n'auras pas le courage », murmura Robert, mais sa voix tremblait. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant le jardin parfaitement entretenu des Harrison. « Tu sais quelle est la différence entre nous, Robert? Tu as sous-estimé la mauvaise personne. Je pensais que tu étais juste arrogant. Je ne savais pas que tu étais aussi stupide. » Je me retournai pour lui faire face. Tu as jusqu'à demain midi pour retirer toutes les menaces à mon encontre et t'excuser publiquement pour ce que tu as fait ce soir. Si tu ne le fais pas.
Je fis une pause, savourant l'instant. Eh bien, disons simplement que la période des fêtes sera beaucoup plus intéressante pour tout le monde à Boston. Lorsque je quittai le manoir des Harrison ce soir-là, je ne rentrai pas chez moi. Je me suis rendu directement au bureau de mon avocat, même s'il était presque minuit. David Chen était mon représentant légal depuis que j'avais créé mon entreprise. Et surtout, il détestait la corruption autant que moi. « Joseph, dit-il en ouvrant la porte de son bureau, encore en pyjama, pour l'amour de Dieu, quelle heure est-il ? L'heure qu'il faut pour en finir une bonne fois pour toutes avec les Harrison. » Au cours des 40 minutes qui suivirent, je répandis sur son bureau tout ce que j'avais rassemblé au cours des 6 derniers mois. Il ne s'agissait pas seulement de quelques photos et documents pris au hasard. C'était un dossier complet et méthodiquement organisé sur toutes les irrégularités commises par la Harrison Development Company. La préparation avait commencé après le dîner d'anniversaire de Michel. Quand j'ai compris que Robert tramait quelque chose contre moi, j'ai décidé que nous pouvions être deux à jouer à ce jeu. Mais j'avais des atouts dont il ignorait l'existence. Au cours de mes 12 années en tant qu'entrepreneur à Boston, j'avais travaillé avec pratiquement tous les services de la mairie. Je connaissais les inspecteurs, les ingénieurs, les secrétaires, les employés des archives. Des gens que Robert traitait comme des invisibles, mais qui avaient accès à des informations précieuses. Tommy Moretti, inspecteur en chef de la sécurité des chantiers, me devait une faveur depuis que je lui avais sauvé son emploi 3 ans auparavant, lorsqu'il avait failli approuver un projet défectueux. En échange, il m'avait donné accès au registre de toutes les inspections des projets Harrison des 5 dernières années. Le schéma était évident pour ceux qui savaient où chercher. Des problèmes de sécurité qui auraient dû empêcher les autorisations, mais qui avaient été oubliés. Des codes de construction ignorés dans des projets spécifiques. Toujours les mêmes inspecteurs impliqués, toujours les mêmes coïncidences. Sarah O'Connor, du service des appels d'offres, m'a montré quelque chose d'encore plus intéressant. Des offres de Harrison Development qui arrivaient quelques minutes avant la date limite, toujours avec des montants exacts, pas approximatifs, exacts, pour battre d'autres constructeurs avec des marges minimes. Il est impossible de calculer ces offres sans connaître les concurrents, m'a dit Sarah en me passant des copies des documents. À moins d'avoir des informations privilégiées. Mais la véritable bombe est venue de Marcus Webb, un ancien comptable de Harrison Development qui avait été licencié 2 ans auparavant pour restructuration. En réalité, il avait découvert des irrégularités fiscales et avait interrogé Robert à ce sujet. Marcus m'a fourni des copies de tout. Comptes offshore, paiements non déclarés, contrats fictifs avec des sociétés fantômes. Robert Harrison n'était pas seulement corrompu, c'était un criminel sophistiqué qui avait bâti un empire grâce à une fraude systématique. Pendant 6 mois, j'ai validé chaque document, vérifié chaque source, recoupé les informations avec au moins 3 témoins différents. Je ne voulais pas seulement accuser Robert, je voulais l'enterrer complètement. David Chen a fini de relire les documents et m'a regardé avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Joseph, c'est de la dynamite pure. Vous avez suffisamment de matière pour des poursuites pénales fédérales. » Mais, il a marqué une pause. Les Harrison ont des relations puissantes. Ils vont essayer de vous détruire avant que cela n'arrive devant les tribunaux. Comme s'il avait entendu notre conversation, mon téléphone a sonné. C'était Michel. « Joseph, mon père a engagé les meilleurs avocats de Boston. Il a dit qu'il allait te poursuivre pour diffamation, atteinte à la vie privée et espionnage industriel. Il a des relations au FBI, dans la police, partout où ça compte. » Sa voix tremblait, elle avait peur. « Michel, répondis-je calmement, ton père a commis des crimes fédéraux. Ce n'est pas moi qui devrais m'inquiéter. »« Tu ne comprends pas, » cria-t-elle. « Il n'aura de cesse que tu ne sois en prison. Il a dit qu'il fabriquerait des preuves s'il le fallait, qu'il achèterait des témoins, qu'il te ferait regretter d'être né. » C'est à ce moment-là que j'ai compris qui étaient vraiment les Harrison. Ils n'étaient pas seulement arrogants et corrompus, ils étaient véritablement dangereux. Je raccrochai et regardai David. Changement de plan. On ne va pas se contenter de les poursuivre en justice. On va le faire publiquement, rapidement et d'une manière qu'ils ne pourront pas contrôler. David fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu as en tête? Tu connais Jennifer Walsh du Boston Globe. La journaliste d'investigation? Bien sûr, elle est implacable. Et Marcus Thompson de Channel 5, le présentateur du journal télévisé du soir. Joseph, qu'est-ce que tu mijotes? Je souris pour la 3e fois de la journée. Robert Harrison veut la guerre. Il va la voir. Mais elle se déroulera sur le terrain que j'aurai choisi, avec les armes que je lui fournirai, au moment où je le déciderai. Je pris mon téléphone et commençai à taper une série de messages.
Si vous suivez cette bataille épique entre David et Goliath et que vous voulez voir comment un homme ordinaire peut renverser un empire corrompu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette vengeance historique. Le premier message était destiné à Jennifer Walsh. J'ai une histoire qui va faire tomber l'un des plus grands réseaux de corruption de Boston. Le deuxième était destiné à Marcus Thompson. Vous voulez l'exclusivité qui va définir votre carrière. Le troisième était destiné à l'agent spécial Rodriguez du FBI, que je connaissais grâce à une affaire précédente. Vous vous souvenez quand vous m'avez dit que nous aurions toujours une ligne ouverte si je découvrais quelque chose d'intéressant. David m'observait avec une inquiétude et une admiration grandissantes. Joseph, tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois que ces informations seront divulguées, il n'y aura plus de retour en arrière possible. Les Harrison vont essayer de te détruire par tous les moyens. Je regardais par la fenêtre du bureau. Il neigeait à nouveau, recouvrant Boston d'un manteau blanc et immaculé. David, il y a 3 ans, je me suis marié en pensant que j'allais fonder une famille. Au lieu de cela, j'ai découvert que j'avais épousé des criminels qui me considèrent comme une menace pour leurs activités. Je me suis tourné vers lui. Robert Harrison pense qu'il peut me terroriser avec des menaces et des intimidations. Michelle pense qu'elle va me quitter pour quelqu'un de plus riche tant que je me tairai pour ne pas causer de problème. Je pris le dossier et le rangeai dans mon sac. Ils ont complètement sous-estimé leur adversaire. Et demain matin, lorsque les journaux seront dans les kiosques, tout Boston saura exactement qui sont les Harrison. Il était 2 heures du matin lorsque je quittais le bureau de David. À 6 heures, les premiers appels commenceraient. Il n'y avait plus de retour en arrière possible. 6 heures du matin, le 26 décembre. Mon téléphone sonna exactement à l'heure prévue. Joseph, c'est Jennifer Walsh du Boston Globe. J'ai lu votre dossier toute la nuit. Cela va faire beaucoup plus de dégâts que les Harrison. J'ai souri en prenant ma première gorgée de café de la journée. C'est exactement le but, Jennifer. Pendant que je lui parlais, mon deuxième téléphone a vibré, m'annonçant un message de Marcus Thompson. L'article sera diffusé au journal télévisé de 7 heures. J'ai un caméraman posté devant Harrison Développement. Le troisième appel a été le plus satisfaisant. C'était l'agent Rodriguez du FBI, la voix chargée d'urgence. Joseph, ce matériel est de l'or. Nous émettons des mandats de perquisition pour toute l'entreprise Harrison. L'opération commence dans 2 heures. Pendant que je coordonnais la destruction méthodique de l'Empire Harrison, Robert tentait désespérément de sauver sa peau. Michelle m'a appelé à 7h15, hystérique. Joseph, les fédéraux sont là. Ils ont des mandats pour tout. Mon père crie que vous avez falsifié des documents, que c'est un coup monté. Michelle, répondis-je calmement, dites à votre père qu'il a 30 minutes avant la conférence de presse. S'il veut faire une déclaration avant que cela ne devienne un cirque national, je lui suggère d'utiliser ce temps à bon escient. Elle raccrocha en pleurant. À 8 heures, j'ai allumé la télévision. Marcus Thompson était en direct devant le bâtiment de Harrison Développement, tandis que des agents fédéraux transportaient des cartons remplis de documents. Dans le cadre d'une opération coordonnée, le FBI a exécuté des mandats de perquisition au siège de Harrison Development Company, à la suite d'allégations anonymes de corruption et de fraude qui pourraient être liées à des contrats municipaux de plusieurs millions de dollars. Mon téléphone a sonné à nouveau. Robert Harrison, la voix méconnaissable de désespoir. Joseph, vous ne savez pas ce que vous faites. Vous allez détruire des familles innocentes. Michelle n'a rien à voir avec ça. Robert, l'ai-je interrompu, vous avez eu votre chance de vous racheter hier. Vous avez choisi de menacer ma liberté plutôt que d'admettre vos crimes. Je peux te payer. Combien veux-tu? 1 million? 2 millions? Je peux te transférer l'argent tout de suite. La tentative de corruption a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Enregistre cette conversation, Robert. Tu viens d'ajouter un autre crime fédéral à ta liste. J'ai raccroché et j'ai immédiatement appelé l'agent Rodriguez. Vous allez vouloir écouter l'enregistrement que je viens de faire. Robert Harrison a tenté de me soudoyer avec 2 millions de dollars il y a 30 secondes. À 9 heures, l'affaire a éclaté au niveau national. CNN, Fox News, MSNBC, tous couvraient le scandale Harrison. Jennifer Walsh avait élargi l'enquête et découvert des liens avec d'autres politiciens et hommes d'affaires de Boston. Mais Robert avait encore une carte dans sa manche. À 10h30, Michelle est apparue à ma porte, accompagnée de 2 hommes en costume sombre. Joseph, voici les avocats de mon père. Ils ont une proposition à vous faire. Je les ai laissés entrer, curieux de voir jusqu'où Robert était prêt à aller. L'avocat principal, un homme élégant aux cheveux gris, est allé droit au but. Monsieur Joseph, mon client est disposé à se réconcilier.
Il admet avoir commis des erreurs et est prêt à vous dédommager généreusement. Quel genre de dédommagement? 3 millions de dollars, transférés immédiatement. Un poste de direction chez Harrison Développement. Et des excuses publiques. Je fis semblant de réfléchir à la proposition pendant quelques secondes. Et en échange, vous retirez toutes les accusations, vous admettez publiquement que vous avez mal interprété certains documents, et nous étouffons toute cette affaire. Michelle me regardait avec espoir dans les yeux. Pour la première fois depuis des mois, elle semblait vraiment me voir comme son mari. Joseph, je t'en prie. Nous pouvons recommencer. Je sais que j'ai commis des erreurs, que je ne t'ai pas défendu comme j'aurais dû. Mais nous pouvons réparer cela. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'elle croyait vraiment que je ferais cela pour de l'argent. Que 3 ans de mariage pouvaient être achetés pour quelques millions de dollars. Messieurs, ai-je dit en me levant de mon fauteuil, il y a un petit problème avec cette proposition. Je me suis dirigé vers la fenêtre, observant les voitures du FBI toujours garées devant le bâtiment de Harrison Développement au loin. Vous n'avez pas encore compris l'ampleur réelle de ce que j'ai découvert. Je me suis tourné vers eux. Robert Harrison ne s'est pas contenté de frauder le fisc ou de truquer des appels d'offres municipaux. Il a blanchi de l'argent pour des organisations criminelles par le biais de projets de construction fantômes. Il a des liens avec des politiciens fédéraux. Il a des liens avec des cartels de la drogue qui utilisaient ces immeubles pour leurs opérations de trafic. Le silence dans la pièce était total. Le dossier que j'ai remis au FBI compte 600 pages. Ce qui a été publié dans la presse aujourd'hui n'en représente que les 50 premières. Michelle se couvrit le visage de ses mains. Vous pensez qu'il s'agit d'une vengeance personnelle? D'une querelle familiale? Il s'agit de démanteler une organisation criminelle qui opère depuis des décennies à Boston. L'avocat principal tenta de garder son sang-froid, mais sa voix tremblait. Vous n'avez pas suffisamment de preuves pour étayer ces accusations. Je souris une dernière fois ce jour-là. J'ai 700 heures d'enregistrement. Des documents bancaires provenant de 12 pays différents. Les déclarations de 43 témoins, dont d'anciens employés, des inspecteurs corrompus et 3 informateurs du FBI lui-même. Je me suis approché de la table basse et j'ai pris un dossier que j'avais préparé spécialement pour ce moment. Et j'ai ça. J'ai ouvert le dossier, révélant des photos de Robert lors de réunions secrètes avec des hommes que je savais être recherchés pour trafic international de drogue. Ces photos ont été prises il y a 2 mois. Robert ne savait pas qu'il y avait des caméras installées dans le restaurant où il a rencontré Valdez et Kowalski. Les avocats ont immédiatement reconnu les noms. Valdez était recherché par la DEA. Kowalski figurait sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Alors non, messieurs, 3 millions de dollars ne résoudront pas ce problème. En fait, je regardais ma montre. Dans exactement 15 minutes, une deuxième opération fédérale va arrêter Robert Harrison pour association avec des organisations criminelles. Et vous, qui venez de me proposer un pot de vin en son nom, vous serez probablement inclus dans la liste des suspects. La compréhension se lit sur leur visage, accompagnée d'une vague d'horreur grandissante. Mais si vous le souhaitez, je peux appeler l'agent Rodriguez et lui expliquer que vous avez été engagé sans connaître toute la vérité. Il se montrera peut-être indulgent. Michelle me regarda comme si elle voyait un étranger. Qui êtes-vous? Le Joseph que j'ai connu n'aurait jamais été capable de ça. Vous avez raison, Michelle. Le Joseph que vous avez connu est mort le soir de Noël, quand votre père m'a frappé au visage et que vous m'avez demandé de m'excuser. Je me dirigeai vers la porte et l'ouvris. L'homme qui se tient devant vous aujourd'hui est quelqu'un qui a enfin compris que certaines batailles ne peuvent être gagnées avec gentillesse et patience. Les avocats se précipitèrent dehors. Michelle resta immobile dans mon bureau pendant quelques minutes, les larmes coulant sur son visage. Cela ne finira pas bien pour personne, Joseph. Vous vous trompez, répondis-je doucement. Cela se terminera exactement comme cela aurait dû se terminer il y a longtemps. 15 minutes plus tard, alors que je regardais à la télévision Robert Harrison se faire arrêter dans son propre manoir, menotté devant ses voisins et la presse nationale, je ressentis quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis des années. La paix. Mais ce n'était que la première vague. Le véritable tsunami était encore à venir. 6 mois après l'arrestation de Robert Harrison, j'étais assis sur la terrasse de ma nouvelle maison à Martha's Vineyard, regardant le soleil se coucher sur l'océan. L'ironie ne m'échappait pas. Je vivais exactement dans le genre d'endroit que Robert m'avait toujours dit que je ne pourrais jamais m'offrir. La différence, c'est que j'avais gagné cela honnêtement. Le procès de Robert a été un spectacle national. CNN, Fox News, toutes les grandes chaînes ont couvert chaque instant de ce que la presse a surnommé le scandale Harrison. 16 chefs d'accusation fédéraux, dont blanchiment d'argent, fraude fiscale,
corruption d'agents publics et association avec des organisations criminelles. La sentence fut sévère, 25 ans de prison fédérale, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Evelyn Harrison, qui m'avait toujours traité comme une moins que rien, avait tout perdu. Le manoir fut confisqué par le gouvernement fédéral dans le cadre de la récupération des biens. Ses bijoux, ses voitures de luxe, même les œuvres d'art qu'elle exhibait furent vendues aux enchères pour payer les amendes et les dommages et intérêts. La dernière fois que je l'ai vue, elle travaillait comme réceptionniste dans un petit hôtel à Albany. Nos regards se sont croisés pendant une seconde lorsque je suis passé devant la réception lors d'un voyage d'affaires. Elle a immédiatement détourné les yeux, son arrogance remplacée par une honte silencieuse. Mais c'est le destin de Michel qui m'a le plus surpris. 3 semaines après l'arrestation de son père, elle s'est présentée à ma porte. Elle était différente, les cheveux en bataille, vêtue simplement, les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. « Joseph », m'a-t-elle dit d'une voix brisée, « je sais que je ne mérite pas une minute de ton temps, mais j'ai besoin de te parler. » Je l'ai laissée entrer, plus par curiosité que par compassion. « J'ai tout perdu », a-t-elle poursuivi en s'effondrant sur le canapé. « Mes sponsors m'ont lâché. La marque de cosmétiques m'a licencié. Mes amis m'ont abandonné quand ils ont découvert l'argent sale de mon père. Je suis resté silencieux, la laissant parler. Mais le pire, ce n'est pas d'avoir perdu l'argent ou le statut. C'est de réaliser que je suis devenu exactement comme lui. Arrogant, cruel, aveugle à ce qui compte vraiment. Elle m'a regardé, les larmes aux yeux. Tu étais le meilleur homme que j'ai jamais connu, et je t'ai traité comme si tu étais inférieur à moi. Je t'ai humilié, trahi émotionnellement, j'ai choisi ma famille riche et corrompue plutôt que mon mari honnête et travailleur. Michel a sorti quelques papiers de son sac. Je signe les papiers du divorce sans contester quoi que ce soit. Tu peux garder la maison, les voitures, tout. Je ne mérite rien. Et qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Demandai-je. Je pars en Oregon. Ma tante Sarah a une petite auberge là-bas. Elle m'a dit que je pouvais travailler pour elle, repartir de zéro. Apprendre ce que signifie travailler honnêtement. Pour la première fois depuis des années, je voyais une humilité sincère chez Michel. Ce n'était pas l'attitude calculée qu'elle adoptait pour obtenir ce qu'elle voulait, mais un véritable remords. « Joseph, dit-elle en se levant pour partir, je sais que tu ne me pardonneras jamais, et je ne m'attends pas à ce que tu le fasses. Mais je veux que tu saches que tu m'as appris quelque chose d'important. L'intégrité ne s'achète pas. Et j'ai gâché la seule chance que j'avais d'être avec quelqu'un qui la possédait vraiment. » Après son départ, j'ai réfléchi à l'ironie de la situation. Elle avait enfin appris les leçons que j'avais essayé de lui enseigner tout au long de notre mariage, mais il avait fallu qu'elle perde tout pour y voir clair. Quant à moi, les 6 mois qui ont suivi ont été transformateurs d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Le scandale Harrison a non seulement débarrassé Boston d'un réseau de corruption, mais il a également ouvert d'énormes opportunités dans le secteur de la construction. Avec la disparition de Harrison Développement, des dizaines de contrats municipaux sont devenus accessibles à des entreprises plus petites et honnêtes comme la mienne. Mon entreprise, Joseph Masson Construction, est passée de 5 employés à 80 en seulement 4 mois. Non seulement nous avons repris plusieurs projets de l'ancienne Harrison Développement, mais nous avons également obtenu des contrats fédéraux pour reconstruire les infrastructures qui avaient été endommagées par ces pratiques corrompues. La différence était que nous faisions tout dans les règles. Pas de pot de vin, pas de raccourcis, pas d'exploitation des travailleurs. Nous payions des salaires équitables, nous respections strictement les codes de sécurité et nous avons fait de notre transparence financière un exemple pour l'industrie. Le Boston Globe m'a consacré un article en première page 6 mois après le procès. Le titre était « De maçon à magnate, comment l'intégrité a bâti un empire ». Dans cet article, Jennifer Walsh écrivait « Joseph Masson n'a pas seulement démantelé l'un des réseaux de corruption les plus élaborés de l'histoire de Boston. Il a prouvé que le véritable succès vient du caractère et non des relations. Son entreprise emploie aujourd'hui plus de personnes que l'ancienne Harrison Développement, mais avec des pratiques éthiques qui ont établi une nouvelle norme pour l'industrie. Mais la reconnaissance professionnelle n'a pas été la plus grande récompense. Le moment qui a vraiment tout changé s'est produit lors d'une fête d'inauguration d'un centre communautaire que nous avons construit à Dorchester. C'était un projet que Robert Harrison avait abandonné des années auparavant parce qu'il n'était pas assez rentable. Une dame âgée s'est approchée de moi pendant la célébration. « Vous êtes Joseph Masson, n'est-ce pas ?» m'a-t-elle demandé. « Oui, madame. Je m'appelle Rosa Martinez. Mon petit-fils travaille dans votre entreprise. » Elle m'a raconté que son petit-fils avait été arrêté pour des délits mineurs il y a des années et que personne ne voulait lui donner une chance. Non seulement je l'ai embauché, mais je lui ai payé des cours techniques et aujourd'hui, il est l'un de nos superviseurs les plus respectés. « Monsieur Masson, » m'a-t-elle dit en me serrant la main, «
vous n'avez pas seulement construit des bâtiments. Vous construisez des vies. Mon petit-fils est rentré à la maison tous les jours ces 4 derniers mois en disant qu'il avait enfin trouvé quelqu'un qui croyait en lui. C'est à ce moment-là que j'ai compris pourquoi tout cela était arrivé. Robert Harrison utilisait la construction pour s'enrichir et enrichir ses amis, en exploitant le système et les gens. J'utilise la construction pour bâtir des communautés, créer des opportunités, construire quelque chose de durable et d'honnête. 1 an après la fête de Noël qui a changé ma vie, j'ai reçu une invitation inattendue. Elle venait de la Chambre de commerce de Boston, qui m'invitait à être le conférencier principal lors de son dîner annuel de remise des prix. Le thème était « L'intégrité dans les affaires, reconstruire la confiance ». J'ai accepté, mais pas pour la reconnaissance. J'ai accepté parce que je voulais raconter une histoire qui pourrait inspirer d'autres personnes. Le soir de l'événement, j'ai regardé l'auditoire composé de 300 entrepreneurs de Boston. Beaucoup de visages m'étaient familiers, des personnes qui étaient présentes à cette fête de Noël et qui avaient été témoins de mon humiliation. Il y a 1 an, ai-je commencé mon discours, un homme m'a frappé au visage lors d'une fête de Noël parce que j'avais accidentellement renversé de l'eau sur sa chemise. Sa fille, qui était ma femme à l'époque, m'a dit de m'excuser ou de partir. Le silence dans la salle était total. Ce soir-là, beaucoup d'entre vous m'ont vu comme le perdant. Le simple maçon qui n'avait pas sa place dans le monde des riches et des puissants. Certains ont ri. D'autres ont simplement détourné le regard, gênés par la scène. J'ai fait une pause, regardant directement certaines personnes que j'avais reconnues de la fête. Mais ce que personne n'a remarqué ce soir-là, c'est que je ne suis pas parti humilié. Je suis parti déterminé. Déterminé à prouver que l'intégrité est plus puissante que la corruption. Que l'honnêteté construit des empires plus durables que la tricherie. J'ai raconté toute l'histoire, l'enquête, la chute des Harrison, la reconstruction de mon entreprise. Robert Harrison a essayé de me détruire parce qu'il me considérait comme inférieur. Il a jugé ma valeur à l'étiquette de mes vêtements, à l'argent sur mon compte bancaire, à l'accent dans ma voix. Ce qu'il n'a pas vu, c'est mon caractère. Le public était complètement captivé. Aujourd'hui, Robert Harrison purge une peine de 25 ans de prison. Son entreprise a été dissoute. Sa fortune a été confisquée. Sa réputation est détruite. Je souris, non par malice, mais avec la satisfaction d'avoir appris une leçon importante. Et moi, je suis ici, devant vous, à la tête d'une entreprise de 100 millions de dollars, employant 400 familles, bâtissant un héritage fondé sur des valeurs que personne ne peut m'enlever. Les applaudissements ont commencé lentement, puis se sont amplifiés jusqu'à devenir une ovation debout. La leçon que j'ai apprise est simple. Ne sous-estimez jamais la force d'un homme ou d'une femme intègre. On peut nous faire tomber temporairement, on peut nous humilier publiquement, on peut même nous faire douter de notre valeur. J'ai regardé chaque visage dans l'auditoire. Mais ils ne peuvent pas nous détruire. Parce que notre force ne vient pas de nos relations, de notre argent ou de notre statut. Elle vient de ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. Et cela, personne ne peut nous le voler. À la fin de mon discours, des dizaines de personnes se sont approchées pour me féliciter. Mais le moment le plus marquant a été lorsqu'un jeune entrepreneur s'est présenté. Monsieur Mason, je m'appelle Carlos Rivera. J'ai une petite entreprise de rénovation. Il y a 3 mois, un client riche a essayé de me faire chanter pour que je fasse un travail illégal. J'ai refusé et il a répandu des mensonges à mon sujet dans toute la ville. Carlos tenait une invitation dans ses mains. Après avoir entendu votre histoire, j'ai décidé de ne pas abandonner. Je vais me battre de la bonne manière, comme vous l'avez fait. Je lui ai souri et lui ai serré la main. Carlos, c'est tout ce que je voulais entendre. Continuez à faire ce qui est juste, même quand cela semble impossible. Surtout quand cela semble impossible. Aujourd'hui, 3 ans après cette fête de Noël fatidique, ma vie est complètement différente. Joseph Mason Construction est l'une des plus grandes entreprises de construction de Nouvelle-Angleterre. Nous avons des bureaux dans 6 États et notre marque est devenue synonyme de qualité et d'intégrité. J'ai acheté l'ancienne demeure des Harrison lorsqu'elle a été mise aux enchères. Pas pour y vivre. Elle était trop grande pour moi, mais pour la transformer en centre de formation pour les jeunes dans le secteur du bâtiment. Aujourd'hui, 50 jeunes par an apprennent un métier tout en vivant là où il n'y avait autrefois que l'arrogance et la corruption. Robert Harrison a encore 12 ans de prison à purger. Michelle, d'après ce que j'ai entendu, prospère dans son auberge en Oregon, où elle s'est mariée avec un professeur local et a découvert la joie d'une vie simple et honnête. Quant à moi, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais cherché, la paix. Pas la paix de ceux qui évitent les conflits, mais la paix de ceux qui affrontent les injustices et en ressortent plus forts. La paix de ceux qui construisent quelque chose de durable de leurs propres mains. Si cette histoire de revirement et de dépassement de soi vous a inspiré,
Si vous croyez que l'intégrité l'emporte toujours à la fin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twist et Revenge. Nous avons des dizaines d'histoires comme celle-ci, celles de personnes ordinaires qui ont refusé d'accepter l'injustice et ont transformé leur vie grâce à leur détermination et à leur caractère. Car au final, peu importe la puissance de vos adversaires, peu importe à quel point la situation semble impossible. Ce qui compte, c'est que vous choisissez d'être quand personne ne vous regarde. Et si vous choisissez d'être une personne intègre, l'univers tout entier conspirera en votre faveur. C'est la seule vengeance qui vaille vraiment la peine. Vivre si bien que vos ennemis deviennent insignifiants.